Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Le président de la CAF interpellé à Paris par la justice française, Ahmad Ahmad, est actuellement interrogé par une brigade financière. Le Soudan suspendu de l'Union africaine après la répression dans les rues de Khartoum cette semaine. L'UA exige la création d'une autorité civile de transition. Et la multiplication des enlèvements au Nigeria inquiète les footballeurs professionnels et leurs familles, cible privilégiée des ravisseurs. On démarre ce journal par l'interpellation ce matin du président de la Confédération africaine de football. Le malgache Ahmad Ahmad était à Paris pour assister au congrès de la FIFA. On rejoint notre spécialiste football. Bonsoir Emmanuel Coste. Que sait-on à l'heure actuelle de cette interpellation ? Eh bien, vous l'avez dit, Ahmad Ahmad a été interpellé ce matin aux environs de 8h30 à l'hôtel de Berry, à Paris, pour être entendu par les services de l'Office de lutte contre la corruption et les fraudes fiscales et financières. Alors, Ahmad Ahmad, vous l'avez dit, se trouvait à Paris pour assister hier au 69e congrès de la FIFA. La FIFA, justement, qui dans un communiqué déclarait aujourd'hui prendre acte des développements de la situation, mais se refusait en tout cas cet après-midi à tout commentaire, étant donné qu'elle affirmait ne pas avoir de détails sur l'enquête. Par ailleurs, selon le magazine français Jeune Afrique, qui fait état de l'interpellation de Ahmad Ahmad, eh bien, le président de la CAF serait notamment entendu à propos de la rupture unilatérale par la CAF d'un contrat qui l'alliait à l'équipementier allemand Puma, et ce, au bénéfice d'une société française basée à la Seine-sur-Mer, dans le sud du pays. Je vous rappelle qu'Ahmad Ahmad a été élu à la présidence de la CAF en 2017 pour un mandat de 4 ans. Tout ceci arrive, bien entendu, 15 jours avant le début de la CAN en Égypte, qui a remplacé le Cameroun pour l'organisation du tournoi. Et juste après la controverse sur la finale retour de la Ligue africaine des champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca, une finale retour qui devra être rejouée après la CAN sur terrain neutre, Nicolas. Merci Emmanuel, on vous retrouve tout à l'heure pour la page sportive. L'Union africaine annonce la suspension du Soudan avec effet immédiat, et ce jusqu'à la création d'une autorité civile de transition. L'UA a pris cette décision après la violente répression à Khartoum cette semaine qui a fait plus de 100 morts selon les médecins soudanais. L'UA demande l'ouverture immédiate d'une enquête, et ce pendant ce temps, dans les rues de Khartoum, les hommes des forces de soutien rapide continuent de faire régner la terreur. Olivier Weber. Les habituels embouteillages ont disparu à Khartoum. Les rues sont désertes, à l'exception des hommes des forces de soutien rapide, composés de combattants Janjaweed du Darfour. Lâchés sur les manifestants cette semaine, ils sont accusés d'avoir commis un massacre. Dans les hôpitaux de la ville, les victimes témoignent. Ils m'ont tiré dessus à bout portant. Les forces de soutien rapide étaient juste devant moi. La balle est entrée ici. J'ai dû être opéré. La balle a été retirée d'ici. Les actes de violence continuent. Médecins, infirmiers, patients sont la cible des forces de sécurité. Nombre de médecins ont trop peur de venir au travail. Certains étudiants en médecine, comme cette jeune femme, sont venus les remplacer bénévolement. Il y avait un enfant de 6 ans emmené à l'hôpital par sa famille. Il est décédé. Le lieu du sit-in à Khartoum, dispersé dans le sang lundi, est aujourd'hui désert. Le comité des médecins, proche des contestataires, dit avoir repêché une quarantaine de corps du Nil. Certains avaient les bras liés par des cordes. Le commandant des forces de soutien rapide, le général Daglo, dit Emeti, dément la responsabilité de ces hommes, mais promet de réprimer toute manifestation. Nous ne permettrons pas le chaos, nous ne renierons pas nos convictions, il n'y aura pas de retour en arrière, nous ferons respecter la loi. Certains ont encore eu le courage de manifester après les prières de l'Aïd.
Mais les responsables de l'opposition sont entrés dans la clandestinité. Ils appellent plus que jamais à la résistance civile. Et au Sénégal, les réactions se multiplient après la diffusion lundi de notre enquête, un scandale à 10 milliards de dollars. Le président Macky Sall a dénoncé, je cite, une tentative de déstabilisation. Le gouvernement a aussi réagi hier. On rejoint Louise De Wast, notre correspondante à Dakar. Cette enquête continue à susciter beaucoup de réactions ici à Dakar. Le président Macky Sall s'est exprimé sur le sujet lors d'une célébration de l'Aïd hier, disant que le gouvernement allait rétablir la vérité. Le gouvernement a par la suite publié un document de 8 pages réfutant cette enquête, disant que les chiffres cités par la BBC étaient surréalistes et imaginaires, ajoutant que selon eux, ce reportage porte atteinte à la réputation du Sénégal. De son côté, la BBC rejette ces accusations et soutient son enquête qu'elle dit avoir menée avec les plus hauts standards éthiques. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a également réagi à cette affaire, disant qu'il était sidéré par les propos du président de la République et appelant la population sénégalaise à se soulever, à se mobiliser massivement, notamment pour protester contre les scandales qui, selon lui, jalonnent le gouvernement actuel. Le mouvement de la société civile Y'en a marre a également réagi à cette affaire, appelant Aliou Sall, le frère du président, à démissionner de ses fonctions. Ce dernier a clamé son innocence lors d'une conférence de presse dès le lendemain de la diffusion de cette enquête. Le reste de l'actualité internationale en bref et en images. La France a commémoré ce jeudi le débarquement allié du 6 juin 1944 en présence d'Emmanuel Macron, de Donald Trump et de Theresa May. À leur côté, environ 500 vétérans qui ont, un jour de juin 1944, sauté ou débarqué sur les plages normandes. Ce fut la plus grande opération militaire de l'histoire et le début de la libération de l'Europe occidentale de l'occupation nazie. Un infirmier allemand a été condamné à la perpétuité pour avoir commis 85 meurtres, des crimes qui ont lieu dans des hôpitaux où il a travaillé entre 2000 et 2005. La police suspecte aussi Nils Hugel d'avoir tué jusqu'à 200 patients, mais ces affaires ne pourront plus jamais être éclaircies, notamment car les corps des grands nombres de victimes ont été incinérés. Et puis, les entreprises japonaises ont le droit d'imposer aux femmes de porter des chaussures à talons au bureau. C'est l'avis du ministre nippon du Travail et répondait à une pétition de militantes féministes qui considèrent cette obligation de porter des talons comme une discrimination sexuelle. Le grand angle de ce journal nous emmène au Nigeria. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, de nombreuses prises d'otages visent les familles de footballeurs licenciés en Europe ou en Asie. Ce phénomène est devenu un sujet de préoccupation des footballeurs de la diaspora nigériane et plus particulièrement en ce moment à l'approche de la CAN 2019 en Égypte. Reportage d'Adebola Debanjo, récit de Victoire Yoma. Célébrité, gloire et fortune, pour les plus grands footballeurs nigérians, les avantages sont immenses, mais la réussite a ses inconvénients. Avec l'augmentation des enlèvements au Nigeria, les joueurs et leurs familles deviennent des cibles privilégiées. J'ai cru que mon père allait se faire tirer dessus parce qu'ils m'ont dit qu'il le ferait. Le capitaine de l'équipe nationale, John Obi Mikel, en sait quelque chose. Son père s'est fait enlever à 2 reprises. La deuxième fois remonte à l'an dernier, alors qu'il disputait le mondial en Russie. Je paye très cher mon métier de footballeur, de représenter mon pays et d'essayer de le rendre fier, de faire sourire les gens. Au cours des 3 premiers mois cette année, près de 700 personnes ont été enlevées au Nigeria. À ce rythme, le nombre d'enlèvements pourrait plus que doubler en comparaison à il y a 2 ans. Parmi les personnes enlevées cette année figurait la mère de Samuel Kalou, l'une des jeunes pousses de l'équipe nigériane de Guernetreur. Kalou évolue sous les couleurs de Bordeaux en France, la même où réside Reur. Kalou pleurait tout le temps, il n'a pas fermé l'œil pendant une semaine. Je l'ai invité à rester chez moi, il a passé le week-end avec ma famille à Bordeaux. Il était en contact avec sa famille en permanence. La mère de Kalou a été libérée 6 jours après son enlèvement par des hommes armés.
J'ai dit à Kalou, faut pas trop leur parler. Laisse-les parler avec ton père. Ils veulent t'impliquer pour demander encore plus d'argent. Les familles dont l'être cher est enlevé finissent souvent par payer des rançons, s'arrangeant directement avec les criminels. Une pratique qui va à l'encontre des conseils de la police qui refuse de négocier. Si vous maintenez la police à l'écart et que vous continuez de négocier, ils prendront l'argent et s'en iront, puis ils reviendront pour recommencer. Malheureusement, tous les enlèvements ne sont pas résolus avec succès. Les victimes sont tuées par leurs ravisseurs pour diverses raisons. Une rançon impayée, le refus d'échanger des prisonniers ou simplement parce qu'il se peut qu'ils dévoilent leur identité. J'ai rencontré un ancien joueur qui en sait quelque chose. Mon père s'est fait enlever en 2014. Il sortait de la messe du matin. Nous sommes de fervents catholiques. Il va à la messe du matin tous les jours. Ils m'ont appelé, mais je n'ai pas décroché. Donc ils ont appelé ma soeur jumelle. Et ils frappaient mon père. Mon père pleurait. S'il vous plaît, faites quelque chose. Il faisait quelque chose qui nous a vraiment fait du mal. Ils l'ont gardé quelques semaines et il est mort entre leurs mains. Les autorités disent prendre très au sérieux la menace qui pèse sur l'équipe et ont détaché du personnel qui se penche sur le problème. Nous avons toujours pris en compte la sécurité de ces patriotes nigérians qui représentent notre pays en sport, ainsi que celle de leurs familles. Au quartier général, il y a une unité spécifique de la police nigériane responsable du sport. Le Nigeria en campagne pour un 4e titre fait partie des favoris de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui débute le 21 juin. La victoire sur le terrain est importante, mais la sécurité des membres des familles des joueurs restés au pays est le but final. Pour le sport, on retrouve de nouveau Emmanuel Coste, sport toujours, mais cette fois-ci sur le terrain, avec ce soir la 2e demi-finale de la Ligue des Nations qui met aux prises l'Angleterre et les Pays-Bas. Oui, tout à fait, à Guimarães, au Portugal. 18h45 GMT, le coup d'envoi. Ce sera peut-être en quelque sorte un remake de la finale de la Ligue des Champions entre Tottenham et Liverpool, car du côté néerlandais, Virgil van Dijk, Wijnaldum par exemple, retrouveront des joueurs de Tottenham, les Anglais, Harry Kane et Dele Alli. Hier soir à Porto, le Portugal s'est brillamment qualifié pour la finale de son tournoi en battant la Suisse 3-1 avec un triplé, vous l'aurez deviné, de Cristiano Ronaldo. Impeccable comme d'habitude. On passe à la petite balle jaune et le tennis parce qu'aujourd'hui à Roland-Garros, contrairement à hier, il y a eu du tennis. Et chez les messieurs, eh bien, la logique a été respectée. Novak Djokovic, tête de série numéro 1 mondial, a éliminé Alexander Zverev en 3-7. Qualification également du numéro 4 mondial, l'Autrichien Dominic Thiem, qui a écarté le Russe Karen Khachanov. Et en demi-finale, je vous l'ai dit, la logique a été 100% respectée, avec le numéro 1 Djokovic face au numéro 4 Thiem. De l'autre côté, vous le savez déjà, on aura le numéro 2 Nadal face au numéro 3 Roger Federer. Chez les dames, en revanche, c'est de l'inédit avec Anisimova l'américaine face à l'Australienne Barty et Konta la britannique contre la tchèque Vondrousova. Et puis la balle au panier avec la NBA et le 3e match la nuit dernière de la finale Golden State Toronto. Victoire de Toronto sur le parquet de Golden State avec un beau cadeau, Nicolas, donc des Raptors à leurs supporters. Merci Emmanuel, et justement en parlant de cadeaux, apporter un cadeau à votre hôte est considéré un peu partout comme un signe de respect. C'est aussi le cas en Russie. En visite d'État, le président chinois Xi Jinping a en effet offert 2 pandas géants à Vladimir Poutine. Plus sérieusement, Ruyi et Dinding seront prêtés pour 15 ans dans le cadre d'un projet de recherche commun. Le président Poutine l'a remercié pour son cadeau, affirmant qu'il témoigne d'une confiance particulière envers la Russie. Un très beau cadeau du président chinois à son homologue russe, comme vous le voyez sur ces images. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment en Guinée sur Espace TV. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.